Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. On va recevoir dans un instant le maire et conseiller, vice-président du conseil départemental, Jean-Philippe Courtois. Bonjour. Bonjour. Maire de Capesterre, pas du conseil départemental. Sonia de Rio-Rien, non pas Rennes, membre de la direction de Kumbit Femmes Caraïbes, qui a sorti un communiqué sur un meurtre qui a eu justement à Capesterre. Un féminicide, oui, un féminicide qui a eu à Capesterre. Christophe Bordelais, comédien, va nous parler d'une pièce qui s'appelle Tidoudou à maman, qui sera jouée demain soir, je crois, au Lamentin. On va recevoir ensuite Magali Marcin, notre spécialiste du numérique, et Miguel Daverne, la chroniqueuse de ZCL News. Sinon, l'actualité, c'est Iman News. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de la flamme olympique et de son passage donc, qui est prévu le 15 juin. On parlera ensuite de l'arrivée de Sébastien Loeb qui sera là pour le rallye des Grands Fonds ce week-end. Il sera aussi question du nettoyage de l'Anse Maurice à Petit Canal lors des Green Days, donc, qui a eu lieu ce week-end. Un grand nettoyage des plages. Et on parlera de parcours du cœur à Morne-à-l'Eau, entretenir sa santé avec l'activité physique. Merci, on va revenir tout à l'heure à l'actualité. On commence tout de suite avec nos invités. Monsieur Courtois va permettre que j'interroge d'abord la femme. Merci. Sonia de Rio-Rien, bonjour. Rebonjour, puisque vous êtes membre de la direction de Kumbit Femmes Caraïbes. Vous avez sorti un communiqué sur ce féminicide. C'est combien de féminicide déjà en Guadeloupe depuis le début de l'année? Alors, on est au deuxième féminicide. Au deuxième féminicide. Deux de trop. Alors, deux de trop, évidemment. Oui. Bon, alors, rapporté à la population de 380 000 habitants, c'est énorme. Bon. Oui, effectivement. Il fait partie des 120 féminicides qui ont lieu à peu près chaque année sur l'ensemble des territoires qui composent la France. En fait, le féminicide, comment on explique ça? C'est la violence envers les femmes qui augmente, qui ne baisse pas, ou sont les hommes qui sont trop méchants? Alors d'abord, peut-être qu'il faut définir ce qu'est un féminicide. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime qui est exercé contre une personne qui est une femme, mais parce qu'elle est une femme. Oui. Voilà, donc c'est un crime qui est spécifique. On tue une femme parce qu'elle est une femme. On ne tue pas un simple être humain, on la tue parce qu'elle est une femme. Alors, curieusement, en dehors de votre communiqué, je n'ai pas entendu beaucoup de réactions sur cette affaire. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il y a la sidération d'abord, parce que c'est un meurtre, c'est un crime particulièrement effroyable, horrible. À ce propos, d'ailleurs, nos pensées vont aussi à la famille qui est complètement effondrée, évidemment, qui est aussi démunie par rapport à ce drame. Donc il y a le temps de la sidération, puis il y a le temps de la réaction. Bon, par exemple, pour faire cette lettre, il nous a fallu 2 jours pour se peser, sous-peser, savoir ce qu'on y mettait. Voilà. Et puis il y aura aussi le temps pour se réunir, pour manifester. Et il y aura une manifestation. Il y aura certainement, normalement, une manifestation. Oui. Alors justement, peut-être pour les gens qui ne savent pas, peut-être 2 petits mots sur quand même Kumbit Femmes Caraïbes. Je sais que c'est une association qui depuis 4 ans à peu près? 4 ans, oui. Oui. Se bat un petit peu pour donner la parole aux femmes. Se bat beaucoup pour... C'est pas beaucoup, mais enfin, c'est mieux que rien. D'abord, c'est une association féministe, elle est écoféministe, mais pour l'instant, on va rester sur le cadre féministe. Donc, c'est une association qui se bat pour l'égalité femmes-hommes, qui n'est pas réelle, et puis pour que cessent toutes les violences à l'encontre des femmes. Parce qu'on alors, ce féminicide, en fait, c'est la suite logique de ce qu'on appelle un continuum de violence et qui fait... Voilà, ce que nous voulons donner comme message, c'est qu'il n'y a pas de petite violence. La première violence entraîne une violence qui va être de plus en plus grande. C'est un crime, le féminicide, il est aussi spécifique parce que c'est un crime, on dit que c'est un crime possessionnel. C'est-à-dire que les hommes sont structurés, certains hommes, il faut pas les mettre tous les hommes, heureusement, ne sont pas des criminels, ni dans la réalité, ni en puissance, mais les hommes qui se permettent d'être violents, c'est parce que on les éduque et que la société leur permet d'être violents. Ils savent qu'ils peuvent exercer la violence envers leurs compagnes, envers leurs femmes, envers leur ex-compagne.
Oui, c'est surtout voilà, leur ça, ex-compagne. oui. Et d'ailleurs, les violences, par exemple, des ex-compagnons se redoublent dans l'année qui suit la séparation, parce que les hommes ont beaucoup de mal, ces hommes-là, à accepter qu'ils ne peuvent plus posséder la femme. Voilà. Oui. Donc c'est pourquoi ça, on parle aussi de crime possessionnel, comme si la femme était un territoire, un objet avec lequel on pouvait... Alors souvent, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu des statistiques, souvent des femmes ont fait des signalements pour une violence, ça n'a pas été pris en compte, et puis après, il y a le meurtre, il y a le féminicide. Cette femme d'ailleurs, avait déjà... la police ou la gendarmerie, je ne sais plus, mais les forces de l'ordre étaient déjà intervenues plusieurs fois au domicile de cette personne-là. Donc là, c'était connu. Et donc, il y a eu une fois de trop. Alors... Normalement, on peut, la justice, en tout cas, est dotée d'outils comme, par exemple, le téléphone grand danger qui se déclenche automatiquement dès que la personne arrive. Il y a aussi les bracelets. Ce téléphone, je n'en sais rien. On n'a pas encore d'éléments sur ce crime. Il y a aussi les bracelets anti-rapprochement qui bipent à chaque fois que la personne va... Voilà. Il y a quand même plusieurs dispositifs. Sauf qu'au niveau hexagonal, on manque. Les femmes peuvent se réfugier quelque part. Déjà, dans l'Hexagone, on manque de moyens, mais alors en Guadeloupe, c'est catastrophique. Il n'y a pas assez de moyens humains et financiers concernant ces crimes spécifiques, ces violences. Et alors, vous parliez d'hébergement, mais on a très, très, très peu de places d'hébergement. Ouais. Donc, il faudrait une dans cette commune, un lieu dans chaque commune à peu près. Malheureusement, mais il faudrait effectivement que ce soit le cas. D'accord. Donc, votre manifestation est prévue quand ? On est en train de la structurer, donc d'ici la semaine prochaine, normalement. Donc pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais voilà. En tout cas, c'est ce que nous voulons, ce que nous avons voulu à travers cette lettre, c'est de bien montrer, comme je dis, le continuum des violences. Les violences, elles peuvent être verbales, on peut humilier, on peut se moquer. Les violences peuvent être psychologiques, le chantage, le contrôle du téléphone, par exemple. Les violences, elles peuvent être physiques par les coups ou par le refus de soigner, le refus de soins. Les violences, elles peuvent être aussi économiques. Parce qu'on peut aussi supprimer, par exemple, la carte bleue ou bien contrôler les dépenses de la femme. Et puis, administrative, on peut lui enlever ses papiers, par exemple. Et puis, la violence suprême, les violences suprêmes, ce sont évidemment les violences sexuelles, puisqu'il y a des viols à l'intérieur des couples. Obliger une femme à avoir un rapport sexuel, c'est un viol, même s'il se passe dans la sphère conjugale. Et le summum, c'est évidemment le féminicide. Une dernière question. Est-ce que le concept MeToo fonctionne en Guadeloupe ? Alors, MeToo, c'est bien. C'est une très, très grande avancée. De harcèlement ? De quoi ? Oui. Harcèlement de quoi ? De qui ? Des femmes. Concernant le harcèlement. Alors, MeToo, c'est une très grande avancée. Si vous regardez, il y a des MeToo un petit peu dans chaque profession. Alors, on en a entendu beaucoup parler en ce moment à Cannes avec le cinéma. La difficulté de MeToo, c'est qu'il faut quand même se révéler, être dans la lumière, c'est-à-dire monter au créneau, dire « moi aussi j'ai subi », et c'est pas évident de le faire. On demande aux femmes déjà victimes d'apparaître au grand jour alors que c'est extrêmement difficile, c'est très compliqué, elles ne sont pas soutenues par ailleurs. Et puis vous savez aussi, en tant qu'homme de communication, que les réseaux sociaux désinguent les femmes, désinguent les personnes qui osent prendre la parole. Et ça, dans un pays aussi petit que le nôtre, où tout le monde se connaît, il est évident qu'un MeToo est très difficile à mettre en place. Je me tourne vers le maire de Capesterre. On parlait de lieu d'hébergement. Je pose comme ça la question à boule pour point. C'est peut-être possible un jour qu'à Capesterre, parce qu'il y a eu d'autres féminicides à Capesterre. Nous avons un lieu d'hébergement à Capesterre, puisque je profite de l'occasion pour renouveler mes condoléances à l'ensemble de la famille, puisque ce matin, j'ai reçu la maman de cette jeune fille, ainsi que ses frères. C'est vrai que c'est très poignant, puisque je me suis rendu tout
tout de suite sur place après les événements. L'ensemble des voisins qui étaient choqués, la copine qui l'accueillait. Donc on a mis en place aussi une cellule d'écoute psychologique, que ce soit pour toutes celles et ceux qui étaient là, puisque c'est vrai que ça a été un moment très difficile, parce que la résidence Kribiche, c'est quand même une résidence dans laquelle tout le monde vit ensemble, et donc tout le monde partage aussi les peines. Donc ça a été très 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 compliqué à accueillir. Moi qui suis arrivé quelques minutes après les faits, donc j'imagine celles et ceux qui étaient présents, nous avons proposé donc un relogement donc à l'ami chez qui était cette jeune victime, de manière aussi lui permettre de pouvoir s'extraire un petit peu donc de cette situation. Mais il est vrai que là on a un vrai problème, comme je disais tout à l'heure, à deux strates. La première, c'est l'éducation de nos garçons, nécessaire que nous puissions leur rappeler quand même la valeur de la vie humaine, le fait aussi que la femme, elle doit disposer de son corps, qu'on doive aussi s'habituer à entendre non. Non, oui, tout à fait. Un non qui soit prononcé, mais un non qui soit sous-entendu aussi, doit pouvoir permettre de pouvoir stopper un certain nombre de situations. Et de l'autre, un autre fléau qui touche beaucoup donc, notre territoire depuis maintenant de nouveau quelques mois. Quand je dis notre territoire, ce n'est pas simplement Cap-Esther-Bello, mais l'ensemble de la Guadeloupe, c'est la présence des armes. Oui. Il est nécessaire qu'il y ait là aussi une action forte, de manière à ce qu'au-delà donc, des actions place nette, mais qu'on puisse vraiment freiner cette circulation, le fait qu'on puisse acheter une arme de la même manière où on va acheter le pain, parce que si ces armes ne circulent pas, c'est vrai qu'on peut avoir quelques écueils, mais beaucoup plus difficile de pouvoir user d'un outil qu'on n'aurait pas en main. Donc voilà maintenant un microcosme qui s'installe dans notre quotidien, pour lequel il est nécessaire que nous puissions avoir des actions fortes. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur la commune. J'ai vu que la situation financière s'améliore. C'est un miracle ou bien c'est votre action? C'est le travail, effectivement. Et je profite de l'occasion pour pouvoir remercier donc l'ensemble de mes collaborateurs, que ce soit les élus, mais aussi l'administration qui nous accompagne dans le cadre de cette stratégie donc, du retour à l'équilibre, puisqu'il y a de ça 3 ans, sur votre plateau même, on présentait donc, un déficit de près de 8 millions d'euros, et avec donc, une stratégie donc, de réduction donc, des dépenses en interne. Sans augmentation des impôts. Sans augmentation des impôts, et avec une année d'avance sur la trajectoire prévue par la Chambre régionale des comptes, ce qui nous aura permis aussi donc, de pouvoir présenter lors du dernier conseil donc, un compte administratif en excédent de plus de 90 000 euros, et de voter pour la première fois réellement un budget en équilibre, contrairement donc, à la situation dont nous avons hérité. Donc ça augure donc, de bonnes choses. Déjà, ça démontre donc, la gestion vertueuse que nous avons su mettre en place avec l'ensemble des équipes. Ça va nous permettre de pouvoir maintenant répondre un peu plus aux attentes de la population, puisque forcément... Dans quel domaine, par exemple? Le domaine que je prends le plus régulièrement, ce sont les voiries, puisque autant nous nous sommes refusés donc, à diminuer donc, les crédits en direction des écoles, puisque nous avons tenu à garder donc, des équipements qui soient plus qu'opérationnels, faire en sorte que 100% des écoles de Cap-Esther-Bello soient dotées donc, de matériel informatique et surtout connectés à la fibre. Et de l'autre, nous avons dû réduire la dépense donc, sur les voiries, et donc depuis quelques semaines, nous avons relancé donc, un gros chantier, donc ne serait-ce que pour boucher donc les nids de poules, et d'ici au mois de septembre, nous allons reprendre donc des voiries donc dans leur ensemble, afin de pouvoir remercier la population et surtout la rassurer que sa patience n'aura pas été vaine. Alors, est-ce que Cap-Esther-Bello mérite toujours son nom Bello? Plus que jamais, puisque je crois que vous l'avez noté avec l'ensemble des communiqués qui sont le fruit donc, du SMJAG. Cap-Esther-Bello fait partie donc, des communes qui sont sorties donc, des tours d'eau donc, en dehors de périodes donc, de grande sécheresse, puisque depuis notre arrivée, avec le concours du Conseil régional, Conseil départemental et de services de l'État, ce sont 3 grands réservoirs qui ont été construits sur le territoire, 15 km de canalisation qui ont été changés, plus de 1000 compteurs qui ont été rénovés. Donc nous avons lancé donc, ce plan pour pouvoir mettre à l'abri la population de Cap-Esther et faire en sorte... Il y a moins de tours d'eau maintenant à Cap-Esther. Oui, je vous invite à le regarder. Quand nous sommes hors période de forte sécheresse, Cap-Esther n'apparaît pas dans les tours d'eau, parce que nous avons donc, cette capacité donc, de réserve au travers donc, des 3 grands réservoirs qui ont été construits. Alors, autre problème à Cap-Esther, enfin, vous le savez, c'est ce qui se passait au parc La Cavée, enfin, au parc, quelquefois, c'était un lieu de rencontre
je n'ose pas dire de gang, mais enfin de jeunes un petit peu, entre guillemets, en marge. Est-ce que là aussi, ça commence à s'améliorer? Ça a beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, nous avons mis en place un chantier d'insertion avec l'association Les Amis du Parc, où ce sont aujourd'hui 17 jeunes qui sont embauchés, et essentiellement des jeunes qui étaient autour du parc, que nous avons mis en emploi pour leur permettre donc de découvrir les métiers donc de l'espace vert, ouvrier paysagiste, qui fait que le parc ainsi que les lieux d'espace vert du centre-ville sont entretenus par ces jeunes, donc qui s'approprient leur environnement, qui sont en formation pour pouvoir décrocher donc un diplôme, et pendant ce processus, ils sont rémunérés, et ce qui fait que la situation est déjà beaucoup plus calme. Nous sommes maintenant sur une phase où, avec le centre social Bello, où régulièrement il y a des animations sur ce parc, et nous continuons donc à proposer des activités aux aînés pour que déjà on puisse retrouver leur réflexe, puisque c'est aussi parce que par le passé on avait laissé donc ce parc à l'abandon, qui était devenu une zone de non-droit. Aujourd'hui, nous lui redonnons vie, et l'objectif, c'est bien entendu que la famille KPST... On peut passer le soir dans le parc tranquillement. Tout à fait. Ben, je pense que vous l'entendez, en dehors donc de quelques rares situations sur le territoire, la KPST est devenue une ville beaucoup plus sûre. Alors, l'autre problématique qui se posait un petit peu avant votre arrivée au pouvoir capestien, c'est le centre-ville par rapport au commerce, qui disait que du fait que de la déviation, les commerçants de Capesterre sont un petit peu en désespoir. Est-ce que ça va s'améliorer? J'ose l'espérer, puisque nous travaillons à deux choses. Depuis notre arrivée, nous tendons à organiser au moins une fois par mois une manifestation majeure dans le centre-ville. L'objectif, c'est de pouvoir animer celui-ci, faire en sorte que les Capestériens, mais aussi de nombreux visiteurs, puissent diriger vers le centre-ville, et donc après aller flâner dans les différents commerces. Créer donc aussi des activités, donc, que ce soit culturelles ou artistiques, pour pouvoir attirer un public différent sur le centre-ville. Donc nous tendons donc à accompagner donc, ces chefs d'entreprise. Et puis là, nous sommes en train de finaliser avec le conseil régional la rénovation donc, de la route de Fromager, qui est le lien entre la ZAC et le centre-ville, de manière à pouvoir fluidifier donc, la circulation, la rue de l'usine qui va être reprise donc, totalement à partir donc, du mois d'octobre. Donc en gros, revoir la circulation du centre-ville de manière à ce qu'on puisse aller beaucoup plus facilement vers les commerces, et surtout faire en sorte que Capesterre puisse attirer, je dirais, vers ceci. Alors justement, j'allais y venir. Capesterre a quand même un potentiel touristique, mais est-ce qu'il est suffisamment mis en valeur? C'est là où nous avons beaucoup à faire. Donc, deux actions que nous avons initiées, sur lesquelles donc, nous commençons à pouvoir identifier donc, quelques résultats. C'est déjà dans le premier temps la convention que nous avons signée avec le CTIG, pour pouvoir donner de la visibilité donc, à nos actions, aux acteurs touristiques. Je prends l'exemple de la Caricura One Love, où avec aussi des manifestations en dimension internationale, ce sont 100% de nos gîtes qui ont été occupés. Aujourd'hui, la plage de Roseau est demandée quasiment tous les week-ends pour des manifestations. Donc, c'est-à-dire qu'en donnant de la visibilité, on redonne aussi vie à certains sites. Donc, on continue à travailler dans ce sens. Et puis, nous finalisons une convention avec le Parc national pour gérer l'accueil des chutes du Carbet. Voilà. Ce qui va nous permettre, là, de pouvoir aussi... Ça va être monétisé ? Monétiser, oui, mais moins cher que ce qu'on connaît actuellement, puisqu'il faut pour mettre, je le dis, je ne suis pas là pour tirer sur quiconque, mais à 5,50 € l'entrée, comme c'est fait aujourd'hui, ça nous dessert plus qu'autre chose, puisque autant le touriste qui, lui, est venu pour 24-48 heures, il ira parce qu'il veut connaître les chutes, mais les locaux, nous, on ne va pas payer à chaque fois 5,50 € pour aller aux chutes. Donc c'est pour ça que nous proposons donc, de retrouver un prix qui soit beaucoup plus acceptable, qui participe à l'entretien du site, mais qui ne soit pas rédhibitoire, et de l'autre, que nous puissions proposer un certain nombre d'équipements pour pouvoir attirer plus, donc de l'animation, mettre en place un certain nombre donc, de locaux en direction du commerce pour pouvoir créer des emplois, et voilà, donc faire en sorte que nous puissions profiter donc, de ces 400 000 à 600 000 visiteurs qui chaque année vont aux chutes, et pour lesquels aujourd'hui la ville de Capesterre n'est que spectatrice. Le village artisanal va reprendre un petit peu de son second souffle.
Le village J'ai artisanal, l'impression oui. que- En fait, son souci, c'est qu'il a subi, donc coup sur coup, Fiona plus le cyclone Philippe. Mais là, les travaux sont finis puisqu'on a repris un petit peu donc, les devantures. La semaine dernière, nous avons tenu le premier jury d'attribution. Nous tiendrons donc le deuxième la semaine prochaine. Et l'objectif, c'est que courant du mois de juillet, que nous puissions donc vous inviter à la réouverture donc, de ces commerces parce qu'ils attendent. Et donc, il fallait qu'on puisse sécuriser le site, surtout le bras de rivière qui est juste à côté. Donc on est optimiste puisque tout le monde est effectivement motivé à relancer cet outil économique. Je ne sais pas si vous avez pris la décision. Le Tour de la Guadeloupe, c'est en mois d'août. Il passera à Cap-Esther cette année. Oui, on aura une belle arrivée. Par contre, je compte sur votre présence parce que ça va être la plus belle arrivée du Tour. Ah bon, pourquoi? Le mardi 27 août, l'arrivée aura lieu au pied des chutes du Carbet. Donc un peu plus haut que le quartier donc, de l'Habitué, mais à mi-chemin entre le quartier de l'Habitué et le Grand Étang. Donc on va avoir l'arrivée à ce niveau. Donc l'objectif est bien entendu donc, de pouvoir offrir la première étape de montagne du Tour, mais surtout de pouvoir donner de la visibilité, comme on disait tout à l'heure, donc aux chutes du Carbet et profiter de cette occasion pour démontrer la beauté donc aussi de notre campagne. Il y a un nouveau club cycliste qui a été créé à Cap-Esther. C'était nécessaire? Le vélo cycliste Cap-Esther, c'est toujours nécessaire, quel que soit le sport, de pouvoir avoir donc de nouvelles disciplines, des clubs qui s'installent, puisque là on le voit, avec moins d'une année d'existence, ce club a déjà plus de 90 licenciés, a déjà donc remporté donc, de nombreuses courses et se positionne pour pouvoir remporter le Tour de la Guadeloupe. Donc je crois que c'est tout le mal que les Cap-Estériens leur souhaitent. Et aujourd'hui, donc nous sommes très heureux donc de pouvoir aussi montrer le dynamisme du tissu associatif de Cap-Esther, puisque je ne cesserai jamais de le dire, pendant ces périodes de vaches maigres, ce sont les associations, les bénévoles qui nous ont permis donc de garder Cap-Esther Bello dynamique, pouvoir offrir donc de belles fêtes patronales. Et c'est en ce sens qu'on avait aussi voulu redonner du sens au bénévolat, à la vie associative, au génie capestérien, comme on dit. Un petit mot sur le football capestérien quand même. Le football capestérien qui se porte plus ou moins bien, puisque nous avons un club en R1, donc US Cambrefort, que je salue de nouveau pour cette belle performance qu'ils ont réussi à se maintenir. Donc nous allons continuer à les accompagner pour pouvoir donc, leur permettre donc, de garder et de rester dans ce haut niveau en R2. Donc on l'a vu avec que ce soit le CAM ou le CSC qui continue à nous offrir donc, du beau spectacle. Donc c'est dire que nous avons cette diversité. Et puis l'USC Bananier. Le stade est suffisamment équipé aujourd'hui par rapport à la demande, je veux dire. Le stade, effectivement, a beaucoup demandé, parce qu'avec le FC Bananier, donc c'est quand même 4 clubs que nous avons donc, dans l'élite, le haut niveau donc, du football guadeloupéen. Maintenant, on est en train donc, de parfaire avec le conseil régional donc, un certain nombre donc, de plans de financement pour la rénovation de celui-ci, puisque là, on va le faire par phase, donc avec l'éclairage qui doit être repris pour que nous puissions avoir donc, des matchs de nuit. Et puis, nous allons continuer à avancer pour pouvoir reprendre ne serait-ce que la piste pour que des compétitions d'athlétisme puissent retrouver donc l'usage donc de ce beau stade, et puis on va continuer d'avancer. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup à faire sur ce stade de manière à nous permettre donc d'avoir un accueil qui soit à la hauteur du spectacle qui nous est offert. Alors, une petite question politique. Est-ce qu'un mandat suffit pour pouvoir faire avancer les choses? J'ai envie de vous dire que non, puisque là, après 4 années passées à la tête de la ville de Cap-Esther, nous avons passé 4 années à résorber le déficit, donc à régler l'héritage, la situation difficile que nous avons trouvée. Et là, ce n'est qu'à partir donc, de cette année 2024-2025 que, malgré une situation qui reste difficile et précaire, que nous allons pouvoir réellement nous lancer dans le cadre du projet pour lequel les Cap-Estériens nous ont élus. Donc, à nous maintenant de pouvoir parfaire cela, mais surtout de pouvoir, d'ici à 2026, nous présenter face à eux. Vous êtes déjà candidat à votre succession? Oui, je ne le cache pas, puisque nous le démontrons au quotidien, et j'espère que les Cap-Estériens sont fiers du travail que nous avons initié, malgré un contexte financier difficile, faire de Cap-Esther Bello une ville qui sera attractive, qui soit dynamique, sur laquelle les chantiers ne sont pas arrêtés pour autant. C'est dire que nous proposons là donc, une équipe qui aussi démontre sa bonne gestion donc, des deniers publics, puisqu'un déficit de 8 millions sans avoir augmenté les impôts. Et donc,
c'est avec ce bilan-là et qui, j'espère, sera encore plus étoffé d'un certain nombre de réalisations courant 2024, 2025 et 2026 que nous représenterons face à eux. C'est-à-dire les déchets vont être mieux traités à Capesterre. Les déchets, la compétence communauté d'agglomération, mais déjà, courant de ce mois d'août, nous inviterons la population à l'inauguration donc, de la déchetterie, puisqu'elle aura été donc, rénovée donc, par le biais du conseil régional, donc, en collaboration avec la ville. Nous continuons avec ce schéma pour pouvoir optimiser leur gestion, le ramassage, mais surtout une valorisation sur site, puisque nous voulons aussi donc, finaliser avec nos partenaires la transformation des biodéchets pour pouvoir aussi répondre à tout ce qui est biochab ou autres produits à haute valeur. Un dernier petit mot quand même sur le congrès dans une semaine. Quelle va être un petit peu la tendance, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Le congrès, je crois que là où il faut dédramatiser la chose, c'est-à-dire que les élus vont poser le cadre pour pouvoir faire évoluer nos institutions. Mais le dernier mot sera bien entendu celui de la population. Il ne faut pas... Donc ça veut dire qu'il y aura un référendum quelque part? Résolument. Parce que j'ai cru comprendre que M. Losbar... Non. Là, ce sont des raccourcis que certains ont voulu faire. Nous posons le cadre au travers, effectivement, de la dynamique impulsée par le président Losbar. Puisque nous sommes conscients qu'aujourd'hui, qu'il faut faire évoluer donc, nos outils. Mais bien entendu, c'est pour pouvoir venir avec une orientation, un projet à proposer aux Guadeloupéens qui, eux, vont maintenant décider dans le cadre de ce référendum. Il n'a jamais été question de pouvoir faire sans la population, puisqu'en réalité, c'est pour elle et avec elle que nous devrons faire les choses. On fera sans Chalus. J'ose penser que tout le monde sera autour de la table, puisque dans le cadre des résolutions de ce 12, le président Chalus sera bien présent. Cet après-midi, nous avons une commission ad hoc où il est annoncé présent, ainsi que l'ensemble de ses équipes. Donc, c'est la vie, je dirais, politique, associative, c'est notre quotidien où il y a des divergences. Et c'est ça aussi la beauté de la démocratie, savoir se faire entendre et qu'à la fin, qu'on arrive à trouver un consensus qui aille dans l'intérêt du plus grand nombre. Un dernier mot, Sonia, oui. Je sais que vous avez brûlé d'envie de terminer. Oui, allez-y. En tant que féministe, je pense qu'il faut respecter une certaine égalité femmes-hommes. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la violence à tous les niveaux, et en particulier les crimes de féminicide, c'est une affaire d'hommes, c'est un problème d'hommes. Donc ce sont les hommes qui doivent résoudre ce problème. Oui. C'est donc l'éducation des hommes qu'il faut changer. L'éducation des filles aussi, elle compte, mais c'est l'éducation des hommes qu'il faut changer. Il faut que les hommes aussi se prennent en charge et réfléchissent à comment garantir la vie des femmes, comment éradiquer la violence et comment se comporter face à des humains et ne pas laisser la violence prendre le dessus à n'importe quel moment. Donc, voilà. On a bien noté, on va revenir pour un petit débat sur cette question un petit peu avant votre prochaine manifestation. Voilà, il est 12h58, on prend la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Christophe Bordelais, Magali Martin et Miguel Daubena tout de suite. Merci en tout cas, monsieur Bourtois. Merci Sonia. À bientôt. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir un comédien, Christophe Bordelais. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Magali et Miguel d'Aubergne. Mais sinon, tout de suite, on revient à l'actualité et c'est Iman News. Oui, on va développer donc le premier sujet. Il s'agit donc de la flamme olympique qui sera de passage en Guadeloupe le 15 juin. Donc après une traversée atlantique dans le cadre de l'opération Relais des océans, elle arrivera par bateau, accostera au Memorial Act et différents convois vous permettront de voir cette flamme. On voit un reportage de Solène Fèvre concernant le communiqué de presse qui a permis de connaître un peu plus de détails sur ce passage en Guadeloupe. Un moment historique et un moment important qu'on va vivre le 15 juin. Et on est aujourd'hui réunis pour effectivement présenter les grandes étapes de cet événement. Le parcours de la flamme, ce sera 4 segments. On appelle un segment, c'est la flamme va se déplacer sur 4 ou 5 km avec les relayeurs, avec les porteurs de flammes. La flamme arrive le 15 juin à 7h du matin au Memorial Act et achève son périple au Vélodrome Gourdeliane à midi de tour à Bémao. Bien évidemment, avant cela, la flamme va sillonner le territoire guadeloupéen. Il ira à Gouzier, il ira à Saint-François, il ira au Moule, il ira à Basse-Terre, il ira à Sainte,
viendra également ici au CREPS. Et le CREPS, c'est le lieu emblématique qui a permis à beaucoup de champions de progresser et d'arriver à aller aux Jeux Olympiques. L'objectif ou la priorité en ce qui concerne l'autorité préfectorale, c'est d'assurer la sécurité de cet événement tout simplement. Comme tout grand événement sportif, collectif, il faut que les choses se passent le mieux du monde. Ce sera une forte mobilisation des forces de sécurité, policiers, gendarmes, mais également les policiers municipaux, les agents de sécurité privée. Rien que par exemple sur le convoi lui-même, c'est 172 gendarmes, policiers qui sont mobilisés sur le convoi pour assurer effectivement la sécurité du porteur de la flamme, des relayeurs. Il y aura des champions qui vont porter cette flamme et parmi ces champions, la plus emblématique, Marie-Josée Pérec, qui va faire la traversée entre Brest et Pointe-à-Pitre avec Armel-Lecléa et donc arriver au Mémorial Act, elle sera la première à porter cette flamme. Évidemment, il y aura d'autres sportifs, Evelyne Elien, il y aura également Raymond Nègre, pour ne citer que cela, et bien évidemment des sportifs ou non guadeloupéens, Christine Aron, il y a beaucoup de sportifs qui viendront porter la flamme. La fierté pour nous, principalement, c'est de pouvoir participer à cet événement mondial, puisque les Jeux Olympiques sont un événement mondial, de faire en sorte de profiter du fait que la France ait décidé de faire aussi un parcours des océans, faire en sorte que les Outre-mer soient particulièrement affectés par ce moment de flamme. Et nous invitons donc tous les Guadeloupéens à venir partager ce moment fort, partager ce moment puisque nous défendons à travers la flamme aussi nos valeurs sportives. Et nous l'avons toujours dit, il y a pas mal d'athlètes guadeloupéens qui ont déjà participé donc, aux Jeux Olympiques. C'est le moment de les rendre hommage. C'est le moment aussi de préparer nos futurs athlètes, leur montrer le chemin et faire en sorte que les Guadeloupéens se sentent concernés par ce moment-là qui est très important pour nous. Voilà, donc vous êtes invité à vous positionner sur ce parcours entre 7h et 19h pour accueillir la flamme olympique, donc le 15 juin. On va parler maintenant sport, mais sport des grands fonds, rallye des grands fonds, qui est organisé ce week-end. Et Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye, est arrivé en Guadeloupe. Un point presse était réalisé et notre équipe était sur place pour pouvoir l'accueillir. C'est un honneur, on est ravis. C'est un cadeau qu'on offre finalement à toute la Guadeloupe au sport automobile. Et puis aussi, on a une pensée pour Pierre Mathurin, le fondateur du rallye, qui lui aussi, pendant bien longtemps, a voulu voir Sébastien Loeb courir. Donc j'espère que de là où il est, il est satisfait. On a mené la mission, il est 50 ans. Sébastien Loeb aussi a 50 ans, Lazing a 50 ans. Donc c'est une grande fête pour le sport automobile et on est heureux de l'avoir parmi nous. Des rallyes classiques sur l'asphalte, ça fait bien longtemps que j'en ai pas trop fait, donc il va falloir se réveiller un petit peu et puis voilà, donc prendre la mesure de la voiture, prendre la mesure des spéciales en faisant des reconnaissances, et puis j'espère qu'on sera prêt pour ce week-end. On est là pour se faire plaisir avec une voiture sympa sur de belles routes, donc je pense que beaucoup de Guadeloupéens seront contents aussi de nous voir passer du bord de la route. Donc oui, je pense que déjà à ce niveau-là, on est déjà tous contents à la base. Puis c'est les 50 ans de Lazare et moi c'est mes 50 ans aussi, donc ça tombait bien. Aujourd'hui, nous avions l'opportunité de pouvoir avoir Sébastien Loeb, un champion unique, incroyablement talentueux et le seul sportif français à avoir décroché 9 fois de suite un titre mondial. Nous sommes honorés bien sûr d'avoir un tel nom à côté du nôtre. Encore une fois, il a un parcours exceptionnel et je pense que Arcaribe, depuis 20 ans, nous montre aussi un parcours exceptionnel. On va appeler tous les Guadeloupéens qui vont venir sur les épreuves spéciales à respecter bien sûr toutes les consignes de sécurité qui vont être mises en place. Je rappelle qu'on a des heures de fermeture de route. On va rappeler qu'on ne veut pas voir les véhicules garés aux abords de la manifestation, donc pas sur le circuit en tout cas. Il va falloir se mettre dans des zones non interdites au public. Donc toutes les zones qui seront rubalisées en rouge devront être respectées et être sans spectateurs. Et ensuite, bien sûr, ne pas entraver la route pour permettre aux concurrents d'arriver rapidement et de pouvoir repartir. Pour que la fête soit belle, il faut que chacun d'entre vous joue le jeu. Les pilotes sont là, le rallye est prêt. On a fait venir Sébastien Loeb par le biais de Run Trophy Event. Donc maintenant que nous avons toutes les composantes, vous avez vu qu'il y a Simon Joseph, Nana Moutou de la Martinique, Théodore, Loïc Derussi, Stéphane Nègre, Jean-Marie Mavounzi, Quentin Chahi, enfin une pléthore de champions. Donc les champions des Antilles, ou soit le champion d'Europe et le champion du monde, on est sur une terre de champions. Pour que la fête soit belle, je vous demande de respecter les consignes de sécurité et de tout faire pour qu'on puisse réaliser nos 17 épreuves spéciales comme nous avons prévu de le faire.
Voilà, et on va parler un petit peu de théâtre, puisqu'il y a une pièce qui va être jouée au Lamentin. Et l'un des comédiens, le comédien de cette pièce, Christopher Bordelais, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, petit doudou à maman. Alors, c'est vous le petit doudou de maman? Oui, c'est exactement ça. Alors, comment ça se passe? On ne va pas tout raconter, mais on va donner un petit peu le goût de la pièce, le film un petit peu. Le fil conducteur, en gros, c'est que c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Cédric, qui s'est évadé de prison. Oui. Et alors, Cédric, c'est vous, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et il retourne chez sa mère, en gros, et vous verrez pourquoi. Oui. Et donc, alors, je pense, Dionysio m'a parlé de la pièce, mais je n'ai pas pensé à le demander pourquoi ça s'appelle Petit Doudou à maman. C'est parce que Cédric est vraiment un enfant gâté? Oui, c'est-à-dire que c'est un enfant qui, en fait, sa mère refuse de le voir comme un jeune qui dérive, quoi. Oui, délinquant, voilà. Il revient de prison. Hein, exactement, c'est ça. Enfin, c'est même pas qu'il revient de prison, il s'est évadé. Il s'est évadé de la prison. Oui. Du coup, en fait, c'est le profil typique de beaucoup de mères guadeloupéennes, malheureusement, qui refusent de voir la réalité en face pour leurs enfants. Il y a beaucoup de mères qui sont dans ce cas, hein, malheureusement. Et donc, c'est dès qu'il est si dangereux que ça? Oui, il est très dangereux parce que il n'est pas en pleine capacité de ses moyens. Il prend des choses qu'il ne faut pas prendre. Ah oui, d'accord. Voilà. Il ne boit pas que de l'eau, quoi. Voilà, il ne boit pas que de l'eau. Ouais. Et donc, alors, comment une pièce comme de ce type-là, comment on peut la qualifier? C'est pas une comédie, vraiment? Alors non, c'est pas une comédie, c'est du drame, mais par contre, il y a énormément de touches de comédie là-dedans. Il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'on rigole quand même. Oui. On rigole énormément. Oui. Mais le fond de l'histoire, c'est une histoire qui est très réaliste. Donc en fait, c'est du drame. Oui, c'est un petit peu la réalité de la Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Comme on dit, inspiré de faits réels. Très clairement. Et quel est le rôle de notre chanteuse favorite? Alors, Florence Napri. Oui. Florence Napri, c'est ma mère. C'est la mère? Voilà. Ouais. Donc elle joue pleinement le rôle d'une mère qui refuse de voir la réalité en face, comme je disais dès le départ, et qui chouchoute son enfant malgré tout, quoi. Ouais. Parce que pour elle, c'est son bébé. Ouais. D'où le terme petit doudou à maman. Petit doudou à maman. Mais est-ce qu'il fallait vraiment chouchouter Cédric? Est-ce qu'il fallait vraiment le chouchouter? Oui, compte tenu de ce qu'il est. Alors, à mon sens, je pense qu'il ne fallait pas. Ça l'aurait peut-être aidé. Ça l'aurait aidé? Ça l'aurait aidé vraiment dans la vie s'il n'était pas chouchouté, s'il était traité comme un jeune homme dès le départ. La pièce dure combien de temps? En fait, en général, ça dépend. Ça dépend d'où on joue. Mais ça dépend, il y a plusieurs versions. Non, c'est pas qu'il y a plusieurs versions, mais c'est-à-dire qu'en fonction de la pièce, de l'endroit dans lequel nous sommes, j'ai remarqué que ça change un peu. Mais en général, c'est 1 heure. 1 heure au moins? Oui. 1 heure au moins? Voilà. Ouais. Puisque la pièce a déjà été jouée, vous disiez... oui, elle a été jouée au Champ d'Arbeau à Basse-Terre. Oui, le festival? Oui, voilà. Elle a été jouée à Félix Proto, à l'Université des Antilles également. Oui. Et voilà. Donc c'est une tournée qui va continuer alors? Je pense, oui. Je pense. Oui. Parce qu'à chaque date qu'on fait, on a des demandes. Donc, oui. Alors, je suis bien content de vous avoir parce que vous êtes un jeune comédien. Comment on devient jeune comédien en Guadeloupe? Parce qu'en général, quand je reçois les comédiens, surtout j'ai des gens, j'ai pas envie de dire l'autre génération, mais enfin qui sont pas de votre génération. Alors moi, c'est un peu quoi. C'est particulier parce que moi, je me suis créé ma chance tout seul. J'ai toujours voulu faire de l'art, surtout du cinéma. Donc c'est dans ça vraiment que je suis spécialisé. C'est ma première pièce de théâtre. Mais moi, je me suis créé ma chance tout seul parce que... Comment je peux vous expliquer ça? Comme je vous ai dit, j'ai toujours voulu faire du cinéma et il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour moi. Donc du coup, en fait, j'ai créé ma boîte de production tout seul. Et je me suis fait mon petit bonhomme de chemin à travers les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et voilà, ça a commencé à prendre. Mon travail a été vu, donc du coup, après, j'ai commencé à travailler avec d'autres plateformes. J'ai eu la chance de travailler avec Netflix et des gens comme ça. Donc j'estime que je n'ai pas été, j'ai pas suivi le même chemin que tout le monde, quoi. Donc c'est un commencement qui va continuer dans le cinéma ou dans le théâtre finalement?
pourquoi pas les deux? Les deux? Parce que du coup, en fait... comédien de cinéma et comédien de théâtre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La chance qu'on a au cinéma, et ça je me rends compte à travers la pièce, c'est qu'en fait, on peut couper, reprendre. On peut refaire 10 000 fois la même chose. C'est ça. Et quand tu te rates au théâtre, tu te rates en fait. Il faut rebondir directement. Parce qu'il y a le fameux proverbe, n'en met pas ni branche. Oui. Voilà. Et ouais, c'est très compliqué de... Comparativement au cinéma, comme je vous ai dit, si on se trompe, on fait couper et on reprend directement. Mais au théâtre, c'est du live. Ouais, voilà. C'est vraiment pas possible. Si tu t'es trompé, il faut savoir rebondir, quoi. Ouais. Alors, je n'ai pas encore vu la pièce, je ne vais pas poser la question. La pièce, elle est en français ou en créole? Ben, elle est en créole, mais il y a des passages dedans en français. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est complètement en créole non plus, quoi. Ouais. Il y a des passages, ils sont très courts, hein, mais il y en a en français quand même. Donc ça veut dire qu'une fois que Tite Doigt Maman aura fait son tour, il y aura d'autres possibilités pour vous de faire du théâtre, parce que le théâtre essaie de se développer en Guadeloupe. Enfin, on sait ce qui se passe à Carnot, par exemple. Il y a des jeunes qui sont en formation. Et puis, les Géonisés sont très producteurs en ce moment. Ils ont beaucoup de projets, je le sais. Alors, est-ce que ça veut dire que Tite Doigt Maman, c'est un départ? Espérons. Oui. Moi, franchement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, moi je suis ouvert à toute proposition. Et comme vous avez dit, franchement, les Géonisés, ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont très actifs. Voilà. Non seulement ils sont très actifs, mais ils sont humains avant tout. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que je sais que dans le domaine artistique, c'est pas tout le temps le côté humain qui est mis en avant. Il y a beaucoup de gens qui font de l'automatisme, ce qui se comprend, parce que c'est un milieu très compliqué, qui est très speed, donc en fait il faut aller vite. Donc des fois on oublie le côté humain, et eux ils sont très humains. Et combien de temps il a fallu pour apprendre les dialogues, apprendre la gestuelle, la mise en scène, tout ça, pour Tite Doigt Maman? Bah alors, déjà pour commencer, c'est une pièce qui est mise en scène par Yohan Piziou. Donc c'est lui qui nous a aidés sur la mise en scène du plateau, quoi. Et il a travaillé avec Florence Napri et Stevie Top depuis un bon moment. D'après ce que j'avais compris, depuis déjà 2 ans. Mais moi, je suis arrivé en avril, là, donc ça fait très peu de temps. Et j'ai eu très peu de temps pour assimiler le... Ah bon, vous avez appris tout le texte en moins de mois? Ouais, 1 mois à peu près. J'ai eu très peu de temps, et d'ailleurs c'était la pression, parce qu'en fait ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je pouvais venir voir comment était la pièce, si je pouvais voir si je pouvais interpréter le rôle, quoi. Et je me suis dit que oui, pourquoi pas. Et directement, Yohan Piziou m'a mis la pression en mode bon, si tu le fais, mais il y a très peu de temps, donc t'as intérêt à assurer. Et ça m'a mis la pression directe. Mais l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a énormément répété ensemble, et en répétant, en fait, le texte est rentré tout naturellement. Ah, d'accord. Je pense que si j'avais juste lu le texte comme ça tous les jours, ça serait pas aussi bien rentré qu'en répétant. En répétition. Voilà. Ouais. Donc je pense que les répétitions sont vraiment à ne pas négliger, quoi, parce que c'est grâce à ça que justement j'ai pu assimiler le texte en si peu de temps, quoi. D'accord. Parce que je veux pas vous mentir, hein, même au cinéma, j'apprends jamais le texte. Je l'assimile, je le prends avec mes mots, mais jamais je l'apprends en par cœur. Et là, il fallait faire du par cœur. Il fallait faire du par cœur, mais qui ne se voit pas. Donc il fallait vivre le texte, en fait. Et ça, c'était un énorme challenge pour moi. J'ai jamais fait ça. Et pas trop difficile de jouer avec Florence? Non, du tout. Non, enfin, non, elle a le sourire. Elle est exigeante aussi, elle est exigeante. Elle est exigeante, mais elle a raison. Il ne faudrait pas quand même qu'elle joue avec un comédien qui ne fait pas l'affaire, quoi, parce qu'elle joue à fond quand même. Elle et Stevie Top, elles jouent vraiment à fond. Elles sont vraiment de très bonnes comédiennes. Et je pense que même moi, si j'avais vu que j'étais pas à la hauteur, j'aurais démissionné directement. Parce que ce n'est pas le but. Le but n'est pas que je sois juste là et en n'étant pas à la hauteur des performances des deux. Donc je pense que j'aurais... si j'avais vu directement que je n'étais pas à la hauteur, j'aurais directement démissionné. 2 petits mots sur la production cinéma. Alors, comment ça se porte? Ça se porte très bien. Hein. Je pense que les années à venir vont montrer justement au monde entier qu'on est capable de faire de grandes choses ici. Et ça a été toujours mon combat depuis que j'ai commencé. Montrer qu'en fait, en Guadeloupe, on peut faire du vrai cinéma, du cinéma qui est digne des grandes productions. Parce qu'on s'est toujours moqué de nous. Je le dis parce que je le sais. On s'est toujours moqué de nous aux Antilles par rapport à nos productions en mode plage, machin et tout. Et moi, mon combat, en fait, c'est justement de combattre ça. De ne pas montrer qu'il n'y a que des plages et tout en Guadeloupe. Il y a des réalités, des vraies réalités du pays. Et c'est ce que je vais mettre en avant. C'est pour ça que moi, je ne fais pas spécifiquement du comique. Il y en a beaucoup qui le font en Guadeloupe, qui le font très bien. Moi, j'essaie de faire autre chose. Je montre les réalités, donc je fais du drame.
c'est justement pour mettre en avant les gens qui vivent des choses très compliquées. Ouais. Voilà. Il y a un projet de film dans l'air? Oui, nous sommes actuellement à la fin de... Enfin, nous avons fini la semaine dernière notre prochain long métrage. Oui. Ah, un long métrage? Un long métrage, oui. Ouais. On a déjà fait un avec Matt Lebuzz qui s'appelle Apprendre à pêcher, oui. qui a été bien publicité. On a gagné énormément de prix dans les festivals. Et là, on enchaîne avec un deuxième qui est en montage là actuellement. Qui va s'appeler comment? Il s'appelle Dream On. Vieux? Dream On. Donc ça veut dire rêver en anglais. Oui. Et en gros, ça parle d'un artiste guadeloupéen qui a toujours voulu réussir. Ouais. Dans la musique, mais qui n'arrivait pas parce que, en gros, pour vous expliquer franchement les choses, sa musique n'intéressait personne en Guadeloupe. Il fait du rap rock. Ouais. Franchement, c'est pas le style en Guadeloupe, quoi. Ça passait pas. Ça passait pas. Mais par ce que vous verrez dans le film, il a réussi. Oui. Il a réussi. Il a réussi dans le film. Il a réussi, et internationalement parlant. Ouais. Ce qui a permis, au travers du film, ce qui a permis en fait de mettre le doigt mondialement sur la Guadeloupe et sur le créole, justement. Ouais. Ce film sortira dans combien de temps? Je pense d'ici octobre. D'ici octobre? Ouais. Bon, on espère. Vous êtes acteur dans le film aussi? Acteur, réalisateur, producteur. Nous sommes deux réalisateurs dessus. Deux réalisateurs? Oui, Jordan Laurent et moi, Christopher Bordelais. Ouais. Et nous jouons tous les deux d'ailleurs. Ouais. Et voilà. On a produit notre film nous-mêmes. La production, c'est quand même quelque chose de lourd. Hein, ben oui, mais c'est ça, mais quand il n'y a personne qui veut te suivre, on n'a pas le choix. Ouais, on fait soi-même. Voilà. Bien, Christopher, merci d'être venu. Donc, Tidoudou à maman, c'est demain soir, c'est ça? C'est ça, demain soir à 20h. Juste une séance? Oui. Il y en aura d'autres, bien évidemment, mais là, pour le moment, oui. C'est au Ciné-Théâtre du Lamentin, voilà. à 20h. Il ne faut pas la louper parce que après je reçois des messages, enfin on reçoit tous des messages en mode ah ouais mais en fait la salle est pleine, mais en fait il faut prendre les places directement quoi. À Félix Photo c'était plein. Oui c'était plein. Et là les billets sont en vente sur Keyrol, donc comme on dit, il faut porter manœuvre. Exactement, parce qu'après il n'y en aura plus, on va recevoir des messages, ça ne servira à rien à ce moment-là de nous envoyer des messages. D'accord. On a pris mon petit doudou à moment demain soir au Ciné-Théâtre de Lamentin. Il est 13h20, on prend la deuxième et dernière pause, on va se retrouver tout à l'heure avec Magali et Miguel, nos chroniqueuses du mardi. À tout de suite. Voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h, il est seulement 13h25. Magali Marcin est déjà là, on la salue. Bonjour. Bonjour à tous. On parlera de quoi tout à l'heure? On parlera de la responsabilité numérique des parents. Des parents, oui. Bon, d'accord. Et Miguel Loubernier là aussi, avec elle, on va parler des regrets. Mais avant, on ne va rien regretter, sauf que la Guadeloupe est quelquefois un peu sale et il faut la nettoyer, Iman. Oui, il faut la nettoyer, justement. C'est ce qui s'est passé ce week-end, donc dans les Green Days, nettoyage de l'Anse-Maurice à Petit-Canal. Donc c'est un grand événement engagé qui permet de nettoyer au plus grand nombre les plages et les plans d'eau. Et donc une deuxième édition a été réalisée permettant de nettoyer plusieurs plages, dont le site de Petit-Bourg, Sainte-Anne et Petit-Canal. On va voir un reportage qui traite de ce sujet. Journée Green Day avec l'association Bulle Bleue. Ici à Anse-Maurice, malgré le temps pluvieux, les élus ont répondu, les associations ont répondu, la population a répondu aussi. L'opération, elle est très positive. Les Green Days, c'est un événement engagé qui a lieu sur tout le territoire guadeloupéen, mais aussi qui s'est développé en Guyane depuis 5 ans déjà. L'objectif des Green Days, c'est de fédérer, mobiliser tout ça dans la joie et dans le côté positif pour permettre aux personnes de se rendre compte de la beauté du territoire et de se donner envie ensemble de ramasser et de faire un territoire beaucoup plus propre. D'abord, on distribue logiquement les poubelles, les gants. Ensuite, on va collecter les déchets, sachant qu'ils sont déjà scindés par catégorie par rapport aux couleurs des poubelles, vert, jaune, noir. Et ensuite, on pèse les déchets et on va faire un tri final. Dans ce type de gros petit canal, c'est l'enlever, c'est l'un des petits baignés. Donc on dit tout naturellement, il faut venir faire un nettoyage avec l'association là et pour la commune aussi. Oui, mais c'est là, tous les jours, nous, à la plage, nous allons nettoyer. Prendre des déchets assemblés, mettez en poubelle là. Là, l'union fait la force, comme ni plus monde, nous venons plus nombreux.
Et en son bout ici, à Carbite à 3 km, eh bien, plage là, c'est un autre, comme M. dit, voilà, vin bayou force là. Chaque année, nous mettons en place et nous retenons un thème. Et cette année, c'est Petit Canal, ville propre et verte. Donc une telle opération tombe à pic, je dirais, pour nous les élus. Donc avec les moyens logistiques que nous avons, avec l'appui du Sinoval aussi, nous avons mis la logistique à disposition pour être encore plus efficace dans l'action. Belle mobilisation des citoyens sur ce site. Malgré la météo qui n'était pas avec nous, il y a eu une bonne dynamique, l'ambiance était là et les gens ont vraiment joué le jeu à aller chercher les déchets. Donc très, très contente de voir tous ces sacs contenant les déchets et la bonne humeur avec le groupe musical qui est là, qui a permis vraiment de fédérer toutes les personnes présentes dans la bonne humeur. Voilà, effectivement, il faudrait faire ça sur pratiquement toutes les plages de la Guadeloupe, parce que, et surtout que les Guadeloupéens comprennent que la plage n'est pas une poubelle. La Guadeloupe est trop belle pour en faire une poubelle. Pour en faire une poubelle. Alors les Guadeloupéens, assez, j'étais vite d'héros. Je vois quelquefois des gens en voiture balancent la bouteille en plastique sur la route. Et le pire là maintenant, c'est le plastique dans la mer. Parce que quand on a le plastique dans la mer, ça veut dire que les poissons vont manger le plastique. Et que nous, quand on va manger le poisson, on va manger du plastique. C'est surtout de se dire, Danick, les déchetteries, c'est gratuit. Oui. Aller à une déchetterie, on ne vous fait pas payer, en tout cas pour la majorité. Il y a une déchetterie privée sur Jarry, certes, mais les déchetteries, c'est gratuit. Pourquoi vous n'y allez pas? Vous passez devant la déchetterie et vous jetez les ordures plus bas. C'est pas cohérent. C'est un manque de citoyenneté. C'est un manque de citoyenneté. Voilà, il est 13h30. C'est parti avec Magali, générique. Bon, Madame Numéramague, l'introduction, c'est quoi aujourd'hui? Ah, je suis contente. Tu as réussi à le dire. Oui, j'ai réussi à le dire, oui. Ça arrive, c'est arrivé. Je me suis entraîné hier soir. Trop mieux. Ouais. Alors, bonjour à tous. Bonjour, chers téléspectateurs de Canal 10. Alors, j'ai participé à un débat très intéressant vendredi dernier, organisé par l'association Femmes Outre-mer, qui parlait de la responsabilité des parents dans le numérique. Puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas longtemps, le 22, elle a été votée le 21 mai et publiée au journal officiel le 22 mai. Et donc, j'ai décidé aussi, en tant que Numéramague, d'alerter aussi les parents sur leurs responsabilités par rapport aux enfants qui utilisent le téléphone. Ouais, parce que les parents, en général, ils ne se doutent pas, ils donnent un téléphone à un enfant, pensant que c'est un jouet, mais le téléphone n'est pas un jouet, ni même la tablette numérique. On a fait plusieurs émissions, le temps d'écran, le cyberharcèlement et aussi le fait de faire attention à son mot de passe, etc. Et je vous disais, lors de la dernière émission, je crois qu'il y avait un rapport qui avait été rendu au gouvernement, justement, sur les usages numériques et puis des conseils sur quoi faire pour pouvoir protéger les mineurs. Alors, cette loi a été votée, je vous disais, le 21 mai et publiée le 22 mai au journal officiel. Et dans cette loi, il y a entre autres la protection des mineurs en ligne, la protection des citoyens dans l'environnement numérique et, entre autres, et renforcer la confiance et la concurrence de l'économie de la donnée. Donc ça, c'est assez particulier. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser particulièrement à la protection des mineurs en ligne. Oui. Alors, quels sont les points clés de cette nouvelle loi? Alors aujourd'hui, elle vise surtout à protéger les mineurs contre le cyberharcèlement, l'accès à la pornographie et aussi, bien entendu, à donner un cadre légal afin d'aider les parents à mieux cadrer le défi. Alors parmi les points clés, comme vous le voyez à l'écran, vous avez de s'assurer que leur enfant utilise... comment leur enfant utilise les outils numériques de manière sécurisée et responsable, utiliser les contrôles parentaux, et surtout, comme on l'avait dit lors de la dernière, limiter le temps d'écran. C'est le plus difficile. La loi impose plusieurs obligations, comme je le disais, et vous les voyez à l'écran.
Alors, quelles sont justement les normes imposées par cette loi? Alors, pour le temps d'écran, donc ça a légèrement changé. On parlait d'enfants de moins de 3 ans, mais je pense que ces conseils restent toujours d'actualité. Pas d'écran pour un enfant de moins de 3 ans. Mais aujourd'hui, ils mettent pour les enfants de moins de 6 ans pas plus d'1 heure par jour d'exposition aux écrans. Alors, quand on parle d'exposition aux écrans, chers téléspectateurs, on parle de tout type d'écran. Ouais. Télévision, téléphone, tablette. Maximum 2 heures par jour pour les 6-12 ans. Et pour les adolescents de 12 à 18 ans, pas plus de 3 heures par jour, incluant des activités scolaires et le loisir en ligne. Ça, c'est très important. Alors, bien entendu, après, on peut continuer, mais même pour les adultes, moi, je dis plus de 3 heures par jour, c'est même beaucoup. Donc, cette loi donne un peu les directives sur les normes, en fait, à respecter concernant le temps d'écran. Mais il y a des amendes pour ça? Il y a des amendes. Alors, quand je parle d'amende, on parle bien entendu si c'est découvert, c'est-à-dire que s'il y a une plainte qui est portée, puisqu'on parle de cyberharcèlement, on parle d'accès à la pornographie, il y a des amendes dans le sens où il y a une plainte, il y a un procès, et ensuite le parent est condamné. Quand je parle de responsabilité parentale, c'est qu'aujourd'hui, le mineur, vous êtes responsable du mineur. Si vous êtes responsable du mineur, donc vous êtes responsable de ses actions. Tout à fait. Responsable de ses actions égale aussi mise en place de surveillance et de garde-fous concernant les actions de ces mineurs. Alors, dans un premier temps, ils ont mis en place des règles concernant les sites pornographiques, les sites, les réseaux sociaux, etc., avec des accès au signalement et le fait que le site doive retirer le plus rapidement possible ce signalement. Mais en parallèle, il faut que le parent puisse lui aussi mettre sur son, on va le dire, voir tout à l'heure, mettre sur l'écran de son enfant le contrôle parental, le fait qu'il n'ait pas accès à des sites pornographiques ou des MAD. On ne parle même pas que de pornographie, on parle aussi de contenu violent, puisqu'il n'y a pas que la pornographie, il y a aussi les contenus violents. Surveiller son enfant contre le cyberharcèlement, si c'est lui qui cyberharcèle ou même si lui, il est cyberharcelé. Et aussi faire en sorte que son temps soit limité sur l'utilisation de ces outils. Alors, par exemple, la loi prévoit des amendes pour les parents qui ne respectent pas les obligations. Par exemple, pour les amendes sur le temps d'écran, ça peut aller de 150 à 500 €. Quand je parle d'amende, on parle encore une fois... C'est même pas suffisant. Si les services, les autorités se rendent compte que le portable de l'enfant est complètement libre, qu'il n'a pas de temps d'écran diminué, et puis de toute façon, chers parents, tout est tracé sur le téléphone. Donc, si à un moment, vous dites non, je lui donne 2 heures, 3 heures, mais on voit par jour combien de temps l'enfant reste sur le téléphone. Il y a aussi, donc de 100 à 500 €, il y a aussi des sanctions plus sévères sur l'absence de surveillance pour la conduite de situations dangereuses, comme justement l'exposition à des contenus inappropriés, à du cyberharcèlement. Dans ce cas-là, les services sociaux peuvent intervenir et mettre des mesures strictes peuvent être mises en place, allant jusqu'à l'accompagnement du parent obligatoire. Alors, c'est pas mal ça, puisqu'on parle obligatoire. Moi, j'aurais même pas dit obligatoire, j'aurais dit que tous les parents devraient être accompagnés sur ça, puisqu'on apprend en marchant en tant que parent. Le téléphone, les enfants sont nés avec, nous non. Donc, il est vrai que certains parents peuvent ne pas suivre cette problématique d'utilisation du portable et notamment des dangers qui vont avec tablette ou portable. Ça veut dire que ça devient de plus en plus sérieux. Ben oui, parce qu'en fait, les parents qui permettent à son enfant d'avoir un accès illimité à Internet sans aucune surveillance pourraient être sanctionnés s'il est retrouvé que l'enfant a accès à des contenus. Dans le cas où un enfant est victime de cyberharcèlement, parce que ses parents n'ont pas surveillé les interactions en ligne, il pourrait également entraîner des amendes aux parents. Alors bien entendu, un enfant n'est pas solvable. Donc, qui est lors d'une condamnation éventuelle, c'est le parent qui traîne. Donc c'est sur le patrimoine du parent qu'on prend. Et je tiens à le dire, puisque je tiens à le préciser, les deux parents. Celui qui a reconnu son enfant, même s'il n'a pas la garde, il peut être aussi convoqué au poste de police, pour dire, votre enfant a commis telle ou telle infraction et vous êtes vous aussi responsable de cet enfant, donc vous êtes vous aussi susceptible d'être condamné ou pas. Donc les parents doivent se conformer à la loi finalement. Les parents doivent se conformer à la loi, mais surtout, ne laissez pas les choses se faire. On l'a toujours dit dans Numéramac, Danick, ne laissez pas, allez, on le laisse et puis on ne surveille pas. C'est aussi dangereux pour l'enfant, je tiens à le préciser. Ne voyez pas juste le fait que c'est les autres. C'est aussi dangereux pour l'enfant qui est tout le temps sur un écran. Le développement de cet enfant ne se fait pas de façon optimale.
Alors derrière, on a quelques ressources justement. Moi, j'aime bien donner des clés justement pour pouvoir faire en sorte que les parents puissent mettre en place ces contrôles parentaux. Donc, si on peut voir la vidéo des contrôles parentaux, on a 2 logiciels. Ouais. Je vais en donner 3, mais bien entendu, ce contenu n'est pas rémunéré. Je vais en donner 3. On a le logiciel Custodo, Norton Family ou Family Link. Donc Family Link, c'est pour les Samsung, les Android, voilà, les appareils Android. Et Custodo, c'est pour les Apple. Mais vous avez directement le contrôle parental sur le téléphone Apple. Ce sont des applications. Oui. Alors il y en a une qui est gratuite, il y en a une autre qui coûte 75 €, mais je me dis 75 € l'année pour surveiller et pour faire en sorte de pouvoir piloter, pour éviter 500 € d'amende. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi inscrit dans votre comment on appelle ça, dans votre casier judiciaire que vous êtes condamné. Il n'y a pas le fait de payer l'amende, mais c'est inscrit que vous êtes condamné, vous avez eu une condamnation à payer cette amende de 500 €. Ouais. Donc Custodo, Norton Family, Family Link. Vous avez aussi des filtres de contenu sur les navigateurs et les appareils pour bloquer les accès. Et on a, par rapport au temps d'écran, on peut mettre la vidéo de temps d'écran, utiliser des fonctionnalités comme temps d'écran sur iPhone. Ouais. Et comment ça s'appelle, et les appareils digital well-being pour les parents qui sont sur Android. Ça aussi, c'est très facile. Vous allez sur temps d'écran sur l'appareil de votre enfant. Ouais. Il y a un code que vous devez rentrer pour réguler le temps d'écran et l'accès à chaque application. C'est-à-dire, vous pouvez soit tout bloquer, donc l'appareil n'est plus accessible, je dirais, à partir de 21h, soit bloquer uniquement les applications des réseaux sociaux et laisser par exemple les appels, puisqu'on ne sait jamais si l'enfant a besoin d'interagir, ou les SMS, par exemple. Mais retirer WhatsApp, retirer TikTok, Facebook, Instagram, tout ce qui peut perturber le sommeil de votre enfant et le laisser attentif à regarder, à swiper sur Internet, etc. Voilà. Donc pour conclure, cette nouvelle loi est un pas important pour assurer la sécurité des enfants. Le parent a désormais un cadre clair pour pouvoir aider dans son rôle pour l'environnement, un environnement plus sûr. Et n'oubliez pas que l'objectif, c'est de protéger nos enfants tout en leur permettant de bénéficier des avantages du numérique. Puisque j'aime à dire aussi, le numérique, il n'y a pas que du mauvais. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des styles de protection pour les parents? Voilà. Non, mais les parents, ils peuvent se protéger eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Bon, je ne sais pas, on ne sait jamais. Ah ouais, si la personne veut mettre un outil de protection pour lui-même sur son portable, libre à lui. Libre à lui. Alors, je rigole, mais c'est vrai. Il peut y avoir des parents qui veulent se protéger. Moi, je te donne un exemple. Mon portable est limité à 3 heures sur les réseaux sociaux. Oui. Et je sais que quand j'ai atteint les 3 heures, ça me dit attention, il me reste 5 minutes. Oui. Mais au moins, je sais que j'ai fait mes 3 heures. Oui. Si je veux plus, je peux débloquer. Tous les jours, tes 3 heures? Pratiquement. Mais au moins, je me suis mise une limite. Oui. Je sais que j'ai 3 heures et je sais que c'est ma limite, c'est 3 heures. Et si je veux plus, c'est parce que je suis en train de travailler dessus. Mais il est important peut-être aussi de s'autodiscipliner. Voilà. Mais si on a des outils, pourquoi pas les utiliser? Oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Surveillez vos enfants lorsqu'ils ont un téléphone portable et ne les laissez pas libres à l'utiliser et surtout dialoguer avec vos enfants. Voilà, dialoguer avec vos enfants. Tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a dit des mauvaises choses sur Internet, personne ne t'a dit tu es laide ou peu importe, mais en tout cas parlez avec vos enfants. Et toi non plus, tu n'as pas invectivé une copine qui a peut-être un physique qui ne te plaît pas ou un copain. Et surtout dans les groupes WhatsApp. Dans les groupes WhatsApp, on se retrouve souvent avec des frictions entre camarades et on ne se rend pas compte. Donc, toujours surveiller le portable de vos enfants. Voilà. Il est 13h41. Je vais rapidement venir sur le focus du jour, puisqu'on va parler, avant de donner la parole à Miguel, on va parler d'un auteur très connu en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Il s'agit de Jacques Roumain. Jacques Roumain, c'est un écrivain, un homme politique haïtien. Il est né en 1907, le 4 juin. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Son grand-père, Transcède Auguste, a occupé la présidence de la République en Haïti de 1912 à 18. Il a étudié en France, en Belgique et il a beaucoup voyagé. En 1927, à l'âge de 27 ans, il revient dans son pays et contribue activement à la création de la revue indigène, publie Les Fantoches de la montagne ensorcelée. En 1934, c'est lui qui fonde le Parti communiste haïtien. Il a été également président fondateur et secrétaire de la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne. Très impliqué politiquement, il a emprisonné une première fois en 1929.
puisque le gouvernement n'allait pas dans son sens. Il fut très actif dans la lutte contre l'occupation américaine, puisque Haïti a été occupé, on se souvient, pendant toute une période par les Américains. Il fut régulièrement arrêté. Un essai politique lui vaut 3 années de prison. En juin 1936, il est contraint à l'exil. Deuxième partie, pendant ces années d'éloignement, Jacques Roumain travaille, se lie d'amitié avec de nombreux poètes, dont tels que Langston Hughes, américain. En 1941, l'élection du président Élie Lescott lui permet de regagner son pays, puisqu'il avait été, il s'était exilé. Il fonde le bureau d'ethnologie de la République d'Haïti et en prend la direction. Il collabore à diverses revues telles que Regard, Commune, Les Volontaires, et publie également Les griefs de l'homme noir au sein d'un texte collectif intitulé L'homme de couleur. En 1942, le gouvernement investit Jacques Roumain d'une charge diplomatique à Mexico à la même époque. Il achève l'un de ses livres les plus importants, le recueil de poésie Bois d'ébène, et rédige son roman le plus connu, que tout le monde connaît en Guadeloupe. On l'a étudié à l'école, Gouverneur de la Rosée. La majorité de son travail exprime la frustration et la rage d'un peuple qui a été brimé durant des siècles. Son œuvre a eu une influence considérable sur la culture haïtienne et africaine. Il décède le 18 août 1944. Il avait seulement 37 ans. Jacques Roumain, écrivain haïtien. Merci. Et on passe tout de suite à Miguel avec sa chronique sur le regret. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la définition, Miguel, du regret? Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Alors, les regrets. Oui, les regrets. Alors, pour ma part, c'est un poison. Ah bon? C'est juste un poison qui freine l'avancement. Donc, je te parle à toi, oui, c'est un poison qui freine ton avancement, malheureusement. Il faut le détailler pour qu'on comprenne mieux. On va le détailler au fur et à mesure, comprendre justement pourquoi. Deuxième truc, les impacts, oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, on va en parler en fait, au fur et à mesure. C'était vraiment pour donner juste le mot regret, entre guillemets. Voilà, ça veut dire poison. Ça, c'est pour ma part. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va comprendre. On parle d'impact, oui. Les regrets ont des impacts sur le rapport aux autres, sur l'orientation professionnelle. Là, on voit large, hein. Estime de soi, l'image et tant d'autres. J'ai voulu positionner le rapport aux autres tout simplement parce que déjà, il n'y a aucune femme et aucun homme qui puisse dire sur cette terre qu'il n'a pas eu de regrets dans sa vie ou qu'il n'en a pas encore aujourd'hui. Les regrets détériorent les relations avec autrui et cela entraîne des frustrations, des peines, de la rage, du désespoir, de la colère, du dégoût et souvent une autocritique de nous-mêmes qui est mal placée. Pourquoi concernant les orientations? Il y a toujours quelqu'un qui, un jour, va se dire je regrette de ne pas avoir fait telle formation, de ne pas avoir fait tel métier. Mon père voulait que je fasse ça et moi, je voulais faire ça et je n'ai pas pu. J'ai envie de dire que pour l'aboutissement de vos rêves, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez fermer une formation à 68 ans s'il faut. Hein, s'il faut. Donc ça, c'est très important. Et que cela soit envers ceux et celles qui ont un manque d'estime de soi, je dis tout simplement qu'il faut s'accepter. Il faut s'accepter, oui, et travailler sur ce qu'on veut changer. Oui. Donc, l'amour, déjà, toujours. première. Mais il y a une puissance dans les regrets. Ah, il y a une puissance, oui, dans les regrets. Un triple impact. Alors, il y a une puissance sur le façonnement. Alors, vraiment, je l'ai positionné façonnement, la bataille dans les pensées et le retour en arrière. Le façonnement. Donc, les regrets, en fait, attaquent notre homme intérieur. Ça, c'est très important. Notre âme en est affectée et infectée. Et cela produit de mauvais fruits. La culpabilité, notamment. Et cela nous retarde. Parce que si on se sent coupable, si on est en train de regarder le passé, on n'avance pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est un poison qui freine son avancement. Les pensées sont tiraillées. Hein. Quelqu'un qui a des regrets est toujours en train de penser à droite et à gauche. Et en fait, vos paroles déterminent votre état d'esprit. Et si je puis dire, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors pourquoi? J'explique. Si vous avez de bonnes pensées, vous allez avoir, quand vous avez de bonnes pensées en fait, on fait de bonnes actions. Les bonnes pensées entraînent de bonnes actions et cela n'engendre pas de regrets finalement quand c'est comme ça. D'accord? Notre destinée est déjà programmée. Ça, c'est très important que les personnes sachent que nous sommes déjà programmés. Et nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix de dire oui ou le choix de dire non.
C'est ce qui agrémente nos regrets derrière. Voilà. Donc, et si je devais dire un retour en arrière, si j'avais laissé moi-même mes regrets m'envahir, mais je n'aurais pas vu la réalité de la profondeur de ma vie. Et je ne serais pas avec vous sur ce plateau en train de vous parler et de vous encourager. Donc pour moi, il faut regarder la porte qui est devant soi, ne pas regarder celles qui sont derrière, les laisser, il faut les fermer, il faut arrêter d'être en arrière. Sinon, si vous avez des regrets et que vous avez 20 ans, le temps passe, que vous avez 50 ans, mais vous êtes sur vos regrets quand vous aviez 20 ans. Donc il faut avancer et cela ne sert plus à rien. Seul votre présent compte, le présent est important. Et quant au futur, eh ben, pour moi, j'ai envie de dire tout simplement qu'il appartient à Dieu. Mais alors, comment on fait pour ne plus avoir de regrets? Comment on fait? Regret, progrès, tout par-delà. Eh bien, on va être dans la persévérance, il faut avancer, coûte que coûte, d'une part. Je peux vous assurer qu'avec mes 33 ans de vie de violence, si j'avais dû regarder tous mes regrets, mais je ne serais même pas là en train de vivre et de respirer encore. Il faut se pardonner soi-même. On prend des mauvaises décisions. Donc il faut se pardonner. Il faut pardonner aussi à l'autre qui a peut-être influencé sur « tu devrais ». Voilà. Avoir confiance au divin, c'est très important. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas, Danick? Voilà. Et puis, transformer ce regret en une force. Nous devons accepter de nos erreurs. Vraiment, nous devons accepter toutes ces erreurs que nous avons faites, car sans elles, nous ne pouvons vivre l'instant présent. Elle nous retarde. Donc, si elle te retarde, tu ne peux pas vivre ce que tu dois vivre aujourd'hui. Oui. Voilà. Pour conclure? Eh ben, pour conclure, avancer, c'est décider de ne plus regretter. Donc, vous avez d'un côté la lumière, et puis de l'autre côté, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, avancer, c'est décider de ne plus regretter. Bon. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, j'ai noté. Hein. Accepter et surtout prendre les bonnes décisions. Prendre le temps de les prendre aussi. Bien. Voilà. Ok. Merci, Miguel. On revient à l'actualité rapidement avec un dernier sujet, Iman News. Qu'est-ce qui se passe à Morne-à-l'Eau? On a fait un parcours du cœur. Le parcours du cœur, c'était pour permettre au public de se sensibiliser aux maladies cardiovasculaires. C'était l'occasion sur la plage de Babin de pouvoir profiter de différents ateliers, donc tai chi, fitness et aussi massage. On va voir un reportage de Vianney Valverde. C'est une journée exceptionnelle afin de mettre en place un dispositif qui permet aux gens de faire du sport ce matin, notamment les personnes âgées, les aînés, les aînés. Donc ils sont là avec des spécialistes du sport pour divers exercices physiques. Donc c'est une journée qui est dédiée notamment à lutter contre les maladies diverses que nous connaissons. En Guadeloupe, nous sommes guettés par certaines maladies comme les maladies du cœur, beaucoup de comorbidités. Donc c'est un peu pour cela que nous avons participé, comme nous avons pour le service sport de la ville, la mairie de Morne-à-l'Eau, la municipalité a décidé d'organiser cette matinée. Le parcours du cœur, c'est un événement national, je dirais organisé entre guillemets, enfin en tout cas dont le chef de file et la Fédération française de cardiologie et qui en fait souhaite que l'ensemble des acteurs, en tout cas des organismes et autres tels que les collectivités, les associations puissent organiser des événements axés sur le sport santé et par la même occasion puissent récolter des fonds qui seront reversés à la Fédération française de cardiologie. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a opté pour un événement vraiment axé sur le sport santé que développera tout à l'heure ma collaboratrice, qui est d'ailleurs pilote de l'opération au niveau de la ville de Morne-à-l'Eau. Ils ont commencé par une marche, une petite randonnée, en fait, au niveau de Babin. Donc, ils sont partis jusqu'à Fribos, ils ont fait le tour, ils sont revenus par le littoral. Ensuite, ils ont enchaîné par une initiation au Pilates avec une intervenante. Là, ils sont sur deux animations en même temps, donc une séance de yoga qui dure 30 minutes et une autre séance de sophrologie qui va durer une petite heure. À la suite de ça, on a une initiation au tai chi et on va finir sur une séance de fitness.
Et nous, on va terminer aujourd'hui à 13h52. Alors, je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu le maire de la ville de Capesterre, qui est le premier vice-président du conseil départemental. Et il a dit tellement de bonnes choses sur Capesterre qu'Iman a décidé d'émigrer vers Capesterre. Parce que Capesterre va être the ville, the town, the place to be. Ensuite, on a reçu Sonia de Rio Rennes, elle est membre de la direction de Kumbit Femmes Caraïbes, suite à un féminicide qui a eu lieu à Capesterre. Elles ont sorti un communiqué qui a été repris par plusieurs associations féminines de Guadeloupe et de Martinique. Ensuite, Christopher Bourdelais, c'est un jeune comédien, aussi réalisateur et producteur, puisqu'il fait à la fois du cinéma et du théâtre. Il sera dans la pièce Tidoudou à Maman, demain soir, si ça vous intéresse d'y aller, c'est au Lamentin, ciné-théâtre. Magali nous a dit aujourd'hui dans Numéramag, je le dis bien, c'est pas mal, je fais des progrès. Nous a parlé de... non, c'est vrai. Non, c'était intéressant. Non, c'est vrai pour les parents. Je pense que juste un petit mot pour rappeler ça aux parents quand même. Quand on peut le dire aux parents par rapport aux écrans pour leurs enfants. Alors sachez justement qu'on a cadré. Alors c'est juste vous dire que le gouvernement français a décidé de cadrer justement le temps d'écran, le cyberharcèlement, les accès à des contenus inappropriés pour les enfants. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas cadré. Qui dit loi, dit sanction. Oui, voilà. Donc c'est surtout ça. Alors, éviter les sanctions, appliquer. Voilà. Il y a 2 applications. Vous pouvez retrouver justement l'article de la loi sur Internet. Vous tapez loi du 22 mai 2024, loi sur le numérique, et vous trouvez tout ce qu'il y a dedans. Informez-vous justement. Et je répète, surveillez les portables de vos enfants. Et si vous n'avez pas tout écouté, vous pouvez retrouver sur le Facebook de ZCL News ou sur le YouTube Numéramag. Voilà. Miguel nous a parlé des regrets. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des regrets ? Il ne faut pas regretter les regrets. Non, il ne faut pas regretter les regrets, il faut avancer. Et si vous voulez avoir un sourire comme moi, être vivant, là, voilà, vivre le temps présent, d'accord. Eh bien, laissez les regrets. Ne pas retourner en arrière. Voilà, ouvrez la porte de devant, pas la porte de derrière. Ce qui est derrière, on oublie. On rappelle des informations avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de la flamme olympique qui sera en Guadeloupe le 15 juin. Donc, différentes modalités sont prévues et une conférence de presse nous a permis de mieux comprendre comment allaient être organisées ces opérations. On a parlé aussi de l'arrivée de Sébastien Loeb, 9 fois champion de rallye et donc qui sera parmi le rallye des Grands Fonds ce week-end. Il a été accueilli comme il se devait. On a parlé des Green Days avec le nettoyage de l'Anse Maurice à Petit Canal et on vient d'évoquer le parcours du cœur à Morne-à-l'Eau pour entretenir sa santé sans regret. Et le focus du jour, c'était sur l'écrivain haïtien très connu, auteur de Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30. On vous remercie mesdames, les 3 dames qui sont là, et tous les gens qui nous regardent ici en Guadeloupe, à Paris, en France, un peu partout dans le monde maintenant. Et on se retrouve à la même heure. La réalisation est assurée par Yann, avec le soutien de Lydia en back-office. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.